Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un triathlète de haut niveau qui va nous raconter un petit peu comment est-ce que se passent ses journées, comment se passe son entraînement, comment est-ce qu'il construit un petit peu sa vie de sportif de haut niveau. Je suis très heureux de tendre le micro à Johan Bess. Salut Johan. Salut, enchanté. Johan, comme je disais, je suis super content de te recevoir sur le podcast. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur LinkedIn et puis d'avoir été aussi enjoué, enclin à pouvoir lancer cet enregistrement. Tu me disais en off que là, tu es sur Marseille. Toi, tu habites à Marseille à l'année ? Oui, j'habite à Marseille à l'année chez mes parents et je m'entraîne à Marseille toute l'année. Le Sud est connu pour produire pas mal de triathlètes de haut niveau. Normalement, c'est plutôt un petit peu plus loin sur la Côte d'Azur, du côté de Boulouris. Qu'est-ce que tu fais, toi, à Marseille ? Alors à Marseille, je suis un double cursus sport-études. Je suis en parallèle en école d'ingénieur à Polytech Marseille. Donc j'entame la rentrée de septembre, j'entame ma 3e année de prépa intégrée. Et en parallèle, je suis triathlète de haut niveau en Division 1 et en Coupe d'Europe. Enfin, je fais des Coupes d'Europe. Bon, donc si je ne m'abuse, t'as dans la vingtaine, 20, 21 ? Oui, j'ai 20 ans, je suis né en 2005 et donc voilà, j'ai toujours vécu à Marseille et je me suis toujours entraîné sur Marseille depuis que je suis jeune. Bon, écoute, la première question que je réserve à mes invités, elle est assez simple, je leur demande de se présenter. Donc même si on est un petit peu rentré dans le vif du sujet, le micro est à toi, prends le temps que tu veux, dis-nous tout. Qui est Johan Bess ? Donc je suis Johan Bess, j'ai 20 ans, je suis adhérent au club des Sardines Triathlon. Donc on est en division 1 de triathlon cette année et on a déjà entamé notre saison depuis maintenant début juin. Donc voilà. Et de mon côté, je suis une formation en école d'ingénieur, donc à Polytech Marseille. Je suis en prépa intégrée. J'entame ma 3e année à la rentrée de septembre 2025. Et ensuite, j'intégrerai le cursus, l'école d'ingénieur de Polytech Marseille. Je ne sais pas encore dans quel département je me spécialiserai, mais ce qui est sûr, c'est que je continuerai ma formation. École d'ingénieur, donc ce qui veut dire, tu as dit prépa intégrée, post-bac, direct. Même si tu sais pas encore vers quoi tu vas t'orienter en spécialisation, qu'est-ce qui t'a amené à aller sur une école d'ingé ? Est-ce que c'est comprendre les process, comprendre un petit peu comment fonctionne la mécanique, les mécanismes, ou est-ce que c'est autre chose qui t'a guidé vers cette formation ? Ce qui m'a guidé, c'est que j'aimais beaucoup les maths et la physique au lycée. Et en fait, je voulais chercher une formation qui me permettait de continuer le sport de haut niveau en triathlon parce que je m'étais donné beaucoup de mal pour atteindre un assez bon niveau, un niveau de débrouille qui est assez correct. Et donc, je voulais continuer en parallèle à faire du sport à haut niveau, à très haut niveau et des études à côté. Et donc, ce que j'aimerais faire, ça serait travailler donc au plein air, donc sûrement dans le département génie civil ou matériaux, ou en mécanique énergétique. C'est un peu les enjeux de l'avenir et c'est ce qui m'intéresse en parallèle. Et vu que j'étais dans une pratique sportive qui est assez collective, entre guillemets, même si c'est un sport individuel, parce qu'on développe beaucoup de qualités à l'entraînement, que ce soit au niveau de la cohésion. Le sport, c'est l'école de la vie. Je voulais vraiment me tourner vers une formation qui permet de coïncider les deux, quoi. Parce qu'en triathlon, on retrouve l'esprit d'équipe et en ingénierie aussi. On travaille souvent avec des équipes et sur des projets avec beaucoup de personnes, quoi. Et est-ce que justement, ton expérience de sportif de haut niveau t'apporte quelque chose dans les études et inversement ?
Oui, parce que ça demande beaucoup d'organisation de faire notre sport, qui est le triathlon. Donc ça m'a permis de, comment dire, par exemple au partiel, je te donne un exemple directement parce que je préfère illustrer comme ça. Souvent là en école d'ingé, c'est difficile de finir les sujets et il faut faire des choix stratégiques pour pouvoir obtenir la moyenne, à part bien sûr si on est des génies quoi. Et donc et même au niveau des études, ça demande beaucoup d'organisation. Donc mes journées, elles sont rythmées par entraînement le matin, très tôt, ensuite cours et les deux autres sports l'après-midi qui sont là, le vélo et la course à pied. Souvent, je fais la natation le matin et le vélo et la course à pied l'après-midi. Et le fait d'être dans un double cursus, études et sport de haut niveau, ça implique quoi dans tes études? Est-ce que tu as des aménagements? Est-ce que tu peux rallonger tes années d'études? Donc on le rappelle, une école d'ingé, c'est en 5 ans en général, 2 ans soit de prépa intégrée, soit de prépa externe, ces fameuses classes préparatoires, et après 3 ans d'école d'ingé. Toi, ça représente quoi ton cursus en tant que sportif de haut niveau? Ben, j'ai obtenu le statut de sportif de haut niveau à Polytech Marseille dès que je suis rentré dans l'école. Donc j'ai pu aménager ma prépa en 3 années au lieu de 2. Donc ce qui m'a permis d'étaler un peu plus les cours. Cette année c'était un peu plus compliqué parce que j'avais des cours communs entre la première année et la deuxième année, donc j'ai dû faire des choix au niveau des cours. Mais sinon ça m'a permis vraiment de prendre le temps de m'entraîner et d'organiser mes journées en fonction du triathlon, même si derrière je devais aller en cours. Et aussi, il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de ce qu'on appelle l'environnement numérique de travail. Il y a les profs qui ont mis les cours en ligne pour qu'on puisse suivre à distance si jamais on ne peut pas aller en cours à la faculté en présentiel. Est-ce que tu as aussi une charge de travail ou une charge d'enseignement qui va être un petit peu balancée suivant la période dans la saison? Donc sur la période hivernale où finalement tu vas courir moins de courses de Grand Prix, où tu vas avoir peut-être un petit peu plus de temps à consacrer aux études, et puis après sur la période dite plutôt estivale, à partir de avril-mai, où là, les entraînements vont s'intensifier, les compétitions vont s'intensifier, les déplacements vont s'intensifier, tu vas être un petit peu plus relâché? Alors généralement, chaque année, c'est donc de septembre c'est divisé en 2 semestres. Donc j'ai souvent 2 examens par semestre. Donc j'en ai plutôt vers les premiers partiels se déroulent plutôt vers novembre et ensuite l'examen final du semestre se déroule en janvier et c'est identique pour le deuxième semestre, donc les premiers DS arrivent en mars. Et les examens finaux se déroulent fin mai, donc c'est organisé tout au long de l'année. Il n'y a pas une période où c'est vraiment focus études, c'est toujours régulier tout au long de l'année. Bon, du coup, revenons à ta pratique du triathlon, où on va peut-être commencer par ta découverte du triathlon. Là, tu as 20 ans, tu nous as dit que tu as obtenu le statut de sportif de niveau quand tu es rentré à l'école, donc il y a 2 ans et quelque chose, donc à 18 ans. Mais le triathlon, tu l'as rencontré, tu l'as découvert. Comment et à quel âge? Alors, je l'ai découvert à 6 ans par le biais d'une collègue à ma mère. Donc, son fils était à l'école primaire avec moi et il m'a initié au triathlon. Il m'a dit, viens essayer, comme tout le monde, hein, et on voit comment tu développes, ta relation avec le triathlon. Donc, j'ai tout de suite accroché. Juste, j'étais un peu, la natation, ça me disait pas trop, mais le vélo et la course à pied, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas fait que du triathlon dans ma jeunesse, donc à côté j'avais toujours des sports comme le volley, le tennis de table, j'ai touché un peu à tous les sports de ballon sauf le handball et le foot bien sûr, et donc je me suis vraiment consacré au triathlon à partir de 14 ans, à l'âge de 14 ans, donc en troisième, en fin de collège. Et c'est là que j'ai mis les bouchées doubles pour réussir à avoir un bon niveau et faire partie des meilleurs au niveau national. Donc 14 ans, il y a 6 ans, ça veut dire quoi à 14 ans, commencer à mettre les bouchées doubles? Est-ce que tu étais sur quel rythme d'entraînement versus les études? Comment ça s'articulait déjà si jeune? Généralement c'était un peu les entraînements club, donc je faisais pas beaucoup de choses de mon côté, c'était 1 à 2 fois par jour, même pas 2 fois par jour, c'était 1 fois par jour. Et à partir de 14 ans, j'ai commencé à vraiment donner un sens à mon entraînement, donc à suivre une planification régulière et globale établie par mon coach de toujours, Henrik Pierton. Et donc au fur et à mesure des années, on a augmenté le volume horaire et ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, quoi. Donc avant c'était plutôt un loisir que je faisais, je me prenais pas trop la tête.
J'essayais juste, c'était vraiment que du plaisir, quoi. Donc en vélo, course à pied, je me régalais, en natation aussi. Et après, j'ai vraiment mis l'accent sur les trois sports à partir de 14 ans. Mettre l'accent sur les 3 sports, ça veut dire quoi? Tu commences à faire du bi-quotidien, tu commences à faire des sorties beaucoup plus longues le week-end, notamment en vélo, parce que, on va pas se mentir, hein, le vélo, c'est quand même la partie la plus chronophage du triathlon. Donc à 14 ans, ça veut dire quoi? Bah, à 14 ans, j'ai commencé à, par exemple, faire du bi-quotidien, comme tu l'as très bien dit, et apprendre, à comprendre mon entraînement, donc à m'intéresser à comment je m'entraînais, quelle façon était mieux que l'autre, de quelle façon se corrélait mon entraînement, quoi. Tu l'as dit, tu as toujours eu le même coach depuis que tu as commencé. C'est le coach du Club des Sardines? Oui, c'est ça, c'est le coach du Club des Sardines de toujours, Emeric. Il n'est pas rare que des jeunes athlètes, au cours de leur carrière, changent une ou plusieurs fois de coach. Toi, qu'est-ce qui t'amène à rester avec ce coach-là? Donc, tu as découvert à 6 ans, ça fait finalement 14 ans que tu travailles, entre guillemets, avec lui. Quelle est votre relation entre athlète et entraîneur? Bon, on a une bonne relation, donc on communique souvent par le biais de l'application iDoSport, enfin iDoSport. Donc ça nous permet de vraiment évaluer le niveau de forme actuel et d'adapter l'entraînement en fonction de comment je me sens et de comment se sentent les athlètes, parce qu'on est un groupe d'entraînement et on entraîne un groupe d'entraînement, pas uniquement moi. Donc on a souvent des comptes rendus et il vient une à deux fois par semaine sur nos entraînements, parce qu'en fait on s'entraîne à distance le reste du temps, donc on est en autonomie, parce que mon coach c'est pas son métier, à côté il est kiné, il a un cabinet de kinésithérapie du sport. Donc voilà, il mène une double vie entre guillemets et c'est très bien, quoi. Enfin, il nous a fait développer de grosses qualités dans les 3 sports et voilà, donc ça nous a toujours convenu, et au fur et à mesure des années on se remet toujours en question sur l'entraînement. Mon coach il évolue, enfin on teste de nouvelles choses et c'est une constante remise en question entre guillemets, il y a toujours des challenges en fait. Toutes les années, c'est différent, c'est pas redondant comme on dit dans le milieu. Et vous êtes donc là la team de D1 du Club des Sardines. Vous êtes combien? Vous êtes tous basés à Marseille? Alors non, on n'est pas tous basés à Marseille. On est en tout, on doit être une dizaine. Je sais plus trop exactement, mais donc on a un groupe d'entraînement sur Marseille. On doit être à peu près on doit être 5-6 personnes à s'entraîner sur Marseille, qui font partie de l'effectif D1. Et on a un Anglais que j'ai rencontré il y a 2 ans en stage équipe de France, en regroupement équipe de France à Vittel en août 2023. Donc qui est venu au club parce qu'on a développé une super amitié et je l'ai invité à venir dans notre club. On a aussi Hugo Borel qui faisait partie du Val Dauphine Olympique, qui nous a rejoint cette année, donc il y a un renfort de taille. Et Léo Fernandez aussi qui s'entraîne donc sur Saint-Raphaël, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, et Hugo il s'entraîne avec Pierre Lecor à Montpellier et donc je pense que j'ai fait le tour de l'effectif. Que des noms qu'on connaît pas, c'est bizarre. Non, je blague évidemment. Donc vous avez quand même cet avantage d'être un petit noyau dur qui s'entraîne sur Marseille. Donc ça, j'imagine que ça renforce aussi les liens dans une équipe de D1 et puis justement on viendra peut-être un peu plus sur ce que ça veut dire de la D1. Que vous soyez déjà un noyau dur présent sur Marseille, 5-6 personnes dans le groupe d'entraînement, ça permet aussi de renforcer les liens et puis peut-être de faciliter la communication pendant les compétitions, non? Oui, en fait on est une équipe de jeunes, entre guillemets. On se connaît tous, on est tous pratiquement U23. Donc, enfin, on est tous U23 en fait. On est un peu l'équipe jeune du circuit qui prend de l'expérience au fur et à mesure de la saison. Et on se connaît tous. Donc, en fait, on est un cercle d'amis et c'est toujours un plaisir de se regrouper et de partir ensemble en déplacement. Enfin, c'est vraiment super. On passe de super moments ensemble et Pour revenir à toi, quand est-ce que tu as commencé la D1? La D1, je l'ai commencé cette année, donc début juin. En fait, on a suivi une ascension progressive. Donc, on est monté en D2, il me semble que c'était en 2019, juste avant le Covid. Et ensuite, du coup, on s'est maintenu en D2 pendant toutes ces années et jusqu'à l'année dernière où on a réussi à faire une super saison et de super performances collectives. Donc, on a réussi à monter en D1 et donc c'est notre première année à ce niveau-là et on engrange le maximum d'expérience et le but c'est de se maintenir en fin de saison. Donc voilà.
Ouais, cool, excellent. Vous êtes vraiment justement en train de, comme tu le dis, d'engranger de l'expérience. Les petits jeunes qui se forment au contact des meilleurs. Exactement. Parce que sur Andéan, on retrouve les stars mondiales, hein, les Olympiens, les gars qui sont sur le circuit mondial cette année. Enfin, c'est une densité exceptionnelle qui nous permet vraiment de se confronter aux meilleurs et de voir les axes de progression qu'on doit suivre, enfin améliorer, quoi. Et justement, ton objectif, c'est de faire partie des meilleurs, d'aller chatouiller les grands noms du triathlon qu'on connaît et dont on a la chance de les voir courir en D1, même les étrangers. Oui, j'aimerais, bien sûr. J'aimerais, mais il reste encore beaucoup de travail et c'est que le début. Donc, faut se laisser le temps de travailler à l'entraînement et ensuite on verra comment ça se passe en course, quoi. Parce que c'est toujours délicat de réussir à réaliser une course pleine et d'être au contact des meilleurs, parce que on peut toujours avoir une erreur de placement. Enfin, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, enfin d'un détail qui se passe pas bien en course, quoi. Donc voilà. Bah, ça tombe très bien que tu fasses partie de cette jeune équipe. Tu vas peut-être pouvoir rentrer un peu plus dans le détail avec nous de ce que c'est que la D1, ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, surtout toi qui as connu aussi la D2. On en parle souvent sur le podcast, mais c'est vrai qu'on ne rentre pas souvent dans le détail. Donc toi qui es un néo coureur en D1, peut-être que tu peux nous donner ton ressenti, ton impression, et puis tes ambitions aussi. Donc je commence par la D2 parce que c'était dans la division dans laquelle on courait l'année dernière. Donc c'est un championnat par équipe. Il y a, si je me trompe pas, il y a 16 clubs par division. Ouais, donc 16, après entre 16 et 18 équipes. Et donc au fur et à mesure, c'est une saison et il y a donc 4 étapes en division 2 et 5 étapes en division 1. Donc en division 2, c'est le format sprint, donc 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et en fait, le classement, à la fin de chaque étape, il y a un classement et c'est les trois premières personnes de chaque équipe qui classent et qui permettent à l'équipe d'engranger des points, on va dire. Donc par exemple, si le gars de l'équipe finit premier, il engrange 1 point, deuxième 2 points, troisième 3 points et ainsi de suite. Et c'est l'équipe qui a le moins de points, donc qui a fait les 3 meilleures performances sur les 3 gars qui ont classé, qui gagne la manche. Donc voilà. Et en fin de saison, c'est les 3 premières équipes de division 2 qui montent en division 1 et les 3 dernières équipes de division 2 qui descendent en division 3. Et dans chaque équipe, je te remercie pour ces précisions, dans chaque équipe, vous êtes combien de coureurs ? Parce que tu dis c'est les 3 meilleurs de l'équipe qui marquent des points, mais vous pouvez être combien ? 3, 4, 5, 10 ? On est 5 dans l'équipe et l'année dernière on pouvait ajouter 2 U23, donc cette année ça a changé, il y a une nouvelle règle, donc c'est qu'un seul U23. Donc par exemple il y a, on va dire, imaginons qu'il y a quelqu'un qui sort un peu loin en natation, bah il y a les deux gars qui courent un peu moins bien, qui vont l'attendre et qui vont essayer de le ramener devant, ce qui était un peu mon cas l'année dernière. Et donc derrière, bah ça permet, c'est vraiment une course d'équipe, quoi. On est un des rares clubs, les Sardines, à mettre en place une stratégie d'équipe qui nous permet de s'amuser sur la course, quoi. On prend tout le temps du plaisir. Enfin, tout le monde se soucie. Enfin, on a les coachs qui sont au bord de la route qui nous indiquent si il y a, enfin, les écarts entre chacun et comment et les consignes, quoi. Enfin, les consignes qu'on nous donne. Et donc voilà, donc c'est vraiment une course d'équipe, quoi. On n'est pas là on n'est pas individualiste. On se soucie toujours du positionnement des autres personnes qui sont dans notre team. Ouais, l'objectif c'est de marquer des points le moins possible, tu l'as expliqué, mais effectivement, stratégiquement parlant, ça va être peut-être plus avantageux d'attendre le ou les copains qui sortent moins bien en natation pour pouvoir faire un gros vélo tous les 3 et là jouer sur l'effet d'aspiration, l'émulation de groupe, etc. plutôt que de faire chacun sa course et puis à la fin on compte les points. Oui, exactement. Est-ce que les équipes peuvent se mélanger ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir 2 gars des Sardines devant, un autre qui malheureusement aura crevé ou autre qui restera derrière, mais malgré tout que vous soyez mélangés avec des mecs de Poissy, ou est-ce que c'est vraiment des blocs par équipe ? Non, c'est souvent un mélange. Il y a souvent une émulation, comme tu le disais avant, au niveau des différentes équipes. Donc par exemple, s'il y a, imaginons un scénario de course, il y a une équipe qui a 3 personnes déjà devant dans le pack de tête.
et il y a le pack de chasse où il y a encore 2 personnes de cette équipe-là. Bah, ces 2 personnes-là, elles ont intérêt à ne pas rouler pour pas faire entrer le pack sur les 3 personnes qui sont devant, qui classent l'équipe. Parce que s'il y a de meilleurs coureurs derrière, ben elles vont piquer les places. Ils vont piquer les places à ceux qui sont devant. Donc en fait, ça dépend vraiment de chaque équipe. Il y en a des fois, on a des intérêts communs avec d'autres équipes pour rouler parce que nos 3 gars, ils sont pas forcément devant. Et d'autres fois, bah il y a des équipes qui ont des meilleurs nageurs et qui sont déjà et qui ont assez d'avance devant, qui sont 3, et donc on n'a pas besoin de rentrer forcément, quoi. Elles n'ont pas besoin de faire rentrer leur gars de derrière sur le pack de tête. Enfin, elles ont plutôt pas intérêt, quoi. Donc ça, c'était pour la division 2, et finalement la division 1, ça va être la même chose, mais à chaque fois, D2, D3, D1, enfin D3, D2, D1, on va augmenter en termes de force, de puissance et de résultats. Exactement. C'est à peu près ce que je voulais expliquer avant pour la D2, c'est exactement le même processus pour la D1. Donc 20 équipes, 18 équipes, vous pouvez être jusqu'à 5 personnes, donc ça fait quand même un petit nombre de personnes qui prend le départ. Oui, c'est chaque fois, si on fait un calcul, c'est à peu près 80 personnes qui prennent le départ à chaque étape, mais c'est 80 costauds, quoi. C'est vraiment une densité de fou, donc voilà. Tu disais qu'il y avait 5 étapes en D2, 4 en D1. 5 en D1 et 4 en D2. Donc cette année, par exemple, il y avait le 8 et 9 juin, il y avait Albi. Okay. Le 28 juin, il y avait Vichy. Le 6 septembre, il y a Quiberon. Le 20 et 21 septembre, La Bolle. Et le 27 et 28 septembre, Cabourg. La grande finale. Donc là, lors de la grande finale, il y aura un coefficient qui s'appliquera. Donc ça sera le coefficient fois 1,5. Donc chaque place sera multipliée par 1,5. Ce sera pas comme les étapes d'avant où le coefficient était uniquement de 1. Toi, dans tout ça, comment est-ce que tu finis tes courses en général ? Le club des Sardines est plutôt aux avant-postes, plutôt en milieu de peloton, plutôt à la fin du peloton, surtout depuis que vous êtes monté en D1 ? Là, depuis qu'on est monté en D1, au classement général, on est premier relégable. Donc il va falloir s'accrocher, mais c'est notre première année, donc on va faire le maximum, comme j'ai dit précédemment, pour se maintenir et se battre avec les autres équipes qui sont juste un peu devant nous. Donc voilà. Les premières étapes, on s'est plutôt bien débrouillé. On a fini à Albi, on a fini 13e de la manche, donc premier non relégable. Et à Vichy, on a fini 11e. Donc on s'est plutôt pas mal débrouillé, mais en fait ça dépend des autres équipes aussi. Donc les autres équipes ont mis les bouchées doubles et ont fait de meilleurs résultats que nous. Donc en fait on se retrouve à égalité avec les premiers non relégables et à 2-3 points des 3 autres équipes qui sont devant nous, qui sont passées devant nous. Tu disais que l'équipe c'est une dizaine de personnes à peu près. Vous partez à 5 maintenant, donc ça veut dire qu'il y en a qui restent sur le carreau. Comment se fait la sélection de qui prend ou prend pas le départ ? La sélection se fait selon le niveau de forme actuel de chacun déjà, et d'autre part du profil de l'étape. Donc par exemple, on va miser sur par exemple l'étape dernière. On a misé plutôt sur donc un nageur rouleur qui peut accompagner les 3 gars qui étaient devant parce qu'on avait une équipe de nageurs. Donc il y a Léo Fernandez qui est sorti pack de tête et Christopher, donc Chilton Langley et Hugo Borek qui sont sortis deuxième pack. Et il y avait Rémi Fernandez, on avait choisi Rémi Fernandez pour les accompagner. Donc voilà, il a fait un bon boulot et on m'avait choisi aussi moi en tant que joker parce que vu que je sors un peu plus loin en natation, si jamais ça se regroupait, s'il y avait un regroupement général, ça me permettait de pouvoir classer l'équipe si jamais il y avait un problème devant. Et du coup, ça s'est réalisé ? T'as aidé l'équipe à la classer ou est-ce que les 3 ont fait le job devant ? Heureusement, les 3 ont fait le job devant, mais je suis sorti un peu lent en natation et j'avais une gêne au pied, donc j'ai pas trop pu courir, j'ai dû abandonner malheureusement parce que la médecin du sport suspecte une fracture de fatigue ou un névrome de Morton. Je serais fixé ce soir, je passe une IRM, donc j'ai pas pu aider l'équipe comme je voulais. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la dure loi du sport de haut niveau et il faut accepter de pas pouvoir faut mieux s'écouter que aggraver la chose, quoi. Bon allez, on va regarder le côté positif des choses. Tu disais que tu avais besoin de progresser en natation. Donc du coup, si tu laisses un tout petit peu la course à pied, voire le vélo, tu vas pouvoir mettre les bouchées doubles sur la natation et progresser encore plus.
Oui, oui, c'est ça, c'est le but. Là, donc j'ai coupé depuis la semaine dernière, j'ai coupé, donc là je peux repartir à l'entraînement plus frais que jamais et bosser sur mes lacunes. Donc oui, ça peut être effectivement, faut parler en gros des choses, ça peut être une bonne chose entre guillemets pour que je puisse vraiment axer mon travail sur la natation. Ok. Dans les autres éléments qui te manquent justement pour pouvoir progresser, pour faire le job, pour faire les points avec les copains, au-delà de travailler la natation, sur quoi d'autre tu travailles? Ben, je travaille beaucoup, enfin, je lâche pas les autres disciplines comme le vélo et la course à pied, mais je travaille beaucoup aussi sur l'aspect mental. Donc, l'aspect mental, ça a une grosse part dans le sport de haut niveau. Donc, il y a plein de tips, enfin, il y a beaucoup de dialogues internes que je suis en course. Et aussi, il y a des rituels d'avant-course que je suis pour vraiment être dans une routine et pas être perturbé à l'approche des courses. Ouais, du coup, tu me disais, tu travailles aussi pas mal sur la course à pied et sur le vélo. Ça représente quoi un entraînement quand on est en D1 justement, où c'est vraiment de l'explosif, hein, tu l'as dit, les distances, c'est du sprint, c'est 750 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course à pied. Euh, on travaille spécifiquement quoi? Est-ce qu'on fait des entraînements longs? Est-ce qu'en natation, on fait des séances de 5-6 000? Ou est-ce qu'on va rester sur du travail beaucoup plus technique, beaucoup plus explosif et on va être sur des séances beaucoup plus courtes? Bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on développe beaucoup la capacité aérobie, donc on fait beaucoup de zone 2 à l'entraînement. Et sur le volume, donc en course à pied, on privilégie plus la qualité que la quantité. Donc en volume, sur des semaines normales, on est entre 60 et 70 kilomètres, pas plus. Et en natation, bah, on reste en période de travail, on reste plutôt sur des distances variant de 4 à 5 kilomètres par séance. Et lorsqu'on approche des compétitions, c'est un peu plus light, donc on se tourne plutôt vers un volume de 4 kilomètres en natation. Et à vélo, en période de travail, ça représente une grosse part du volume horaire, donc à peu près, on va dire 10 heures 10 heures voire 15 heures des fois en semaine de axé vraiment sur le vélo. Donc c'est beaucoup d'aéro et on va dire que on fait à peu près 2 à 3 séances par semaine à vélo. 3 séances par semaine à vélo. Et en course à pied, on est plutôt sur 2 ou 3 séances par semaine aussi, et en natation, 2 voire 3 séances intensives par semaine aussi. Donc c'est vraiment la moitié à chaque fois dans chaque sport, c'est moitié intensité, moitié zone 2. Tu disais aussi tout à l'heure que tu cours pour l'équipe de France sur les championnats européens. Tu nous en dis un petit peu plus là-dessus? Donc je participe aux Coupes d'Europe sous les bannières de l'équipe de France. Donc sous la bannière de l'équipe de France. Je ne suis pas sélectionné par l'équipe de France, mais je peux participer aux Coupes d'Europe avec la tenue France. Donc pour cela, j'ai fait des critères l'année dernière pour pouvoir débuter sur la scène européenne au niveau élite. Donc j'ai fini deuxième à la Coupe d'Europe junior de Vels en 2024. Et ce qui m'a permis de faire un critère pour rejoindre et pour débuter l'aventure européenne en élite. Et donc cette année, j'ai participé à la Coupe d'Europe de Kils. Malheureusement, ça s'est pas déroulé comme je le souhaitais parce que je suis tombé malade la veille, donc j'ai eu peut-être une intoxication alimentaire, je sais pas trop. Mais j'ai pas pu exploiter mon potentiel vu que c'était un format super sprint en plus. Donc si t'es pas à 100%, ça pardonne pas sur ces distances-là. Et donc voilà, un peu de regret, mais ça fait partie du jeu et je prendrai ma revanche, j'espère, en septembre-octobre si la fédération m'octroie une ou deux coupes d'Europe. Donc, comme tu disais, là, tu n'es pas sélectionné en équipe de France, mais tu peux représenter la France en Coupe Exactement. d'Europe. Ça veut dire que c'est toi, finalement, qui fait la démarche de demander à pouvoir participer à ces Coupes d'Europe. C'est un petit peu comme si c'était un championnat open dans les élites. C'est ça, exactement. Donc les déplacements sont à mes frais et c'est moi qui me débrouille de mon côté pour faire les demandes sur Coupe d'Europe. Donc on remplit un Google Forms qui est mis à disposition par la Fédé pour les athlètes listés et ensuite on a une réponse à J-30 donc lors de la sortie de la start list et on voit si on est dessus, si on n'est pas dessus selon si on voit notre nom ou pas, ben on adapte, enfin, on prend les devants, on réserve le logement, on organise notre voyage quoi. Parce que c'est pas à côté, c'est souvent vers la Pologne, souvent aux Pays-Bas, enfin un peu,
c'est jamais trop proche, quoi. C'est de la logistique à prendre en compte. Ouais, c'est chaud quand même parce que si tu as les infos à J-30, les billets d'avion ou les billets de train, Ils sont plus chers. ça coûte une blinde, quoi. Bon, encore Ouais. l'hôtel, avec du booking, tu peux encore pré-réserver et 30 jours avant, tu peux annuler. Mais alors, par contre, l'avion, c'est un truc de dingue, quoi. C'est ça exactement. Bah en fait, c'est que on paye plus cher les billets d'avion. Enfin, tout est plus cher au fur et à mesure qu'on approche de la date quoi de compétition. Donc souvent on pré-réserve un logement, on commence à organiser, à regarder un peu ce qu'on peut, où on peut atterrir, qu'est-ce qui est le plus rentable, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en plus en plus de la compétition quoi. C'est vraiment une organisation qui est millimétrée pour pouvoir être dans les meilleures dispositions possibles. Parce qu'il faut bien sûr arriver en étant le plus frais possible. Par exemple, si c'est un long voyage comme en Pologne que j'ai fait début juin, bah on part 3 jours avant la compétition. On arrive donc toute la journée, on a le voyage. Donc on part le matin à 9 heures de l'aéroport, on arrive le soir à 18 heures. Et malheureusement, j'ai pas eu mes bagages directement, enfin parce que mon vélo a pas été mis en soute. Donc j'ai reçu mes affaires vers 23h30. Ensuite, il y avait encore 2 heures de route pour arriver jusqu'au lieu de course. Donc finalement, ça te fait rentrer, c'est une journée marathon, quoi. Ça te fait rentrer à 2 heures du matin le lendemain. T'as pas forcément bien dormi, bien mangé. Donc c'est pour ça qu'on prévoit un temps pour récupérer du voyage. Et je pense que là, en plus, je me suis trompé, j'étais parti le vendredi, donc 2 jours avant la course, ce qui fait que je suis arrivé le samedi matin dans la nuit et finalement tout s'est enchaîné très vite jusqu'au départ, quoi. Donc oui, il faut prévoir une marche. La prochaine fois, au moins, je prévoirai une marche. Je partirai plutôt le jeudi. Enfin, voilà, c'était ma première expérience. L'année dernière, j'étais allé à Wells, j'avais pris la voiture, donc il y avait pas eu de problème. Et là, vu qu'il c'était à l'avion, c'était la première fois que je me déplaçais avec mon vélo, etc. Donc, j'étais pas trop calé sur ça. Ouais, et pourquoi t'infliger tout ça finalement, les problèmes de logistique, le coût, la fatigue, etc. Si t'es pas encore sélectionné, alors je mets bien des guillemets hein, dans ma question, mais pourquoi t'infliger ça? Est-ce que ça fait partie de tes objectifs de progression? Est-ce que tu veux te montrer à l'équipe de France pour un jour espérer être sélectionné justement? Parce que c'est ma passion, d'une part, le triathlon, et c'est parce que oui, je veux vraiment performer sur le court distance. J'aimerais vraiment être déjà réussir à faire des courses pleines en Coupe d'Europe, et ensuite il y a beaucoup d'étapes pour arriver au plus haut niveau et en équipe de France. Donc le chemin est encore très long et il faut comment dire, il faut voir, il faut évoluer petit à petit en fait. Il faut pas brûler les étapes. Donc je me laisse encore du temps, je suis encore jeune, je sais sur quoi je dois travailler et je suis confiant pour la suite quoi. Faut que juste que je bosse encore beaucoup dans les trois sports et un jour j'aurai peut-être ma chance en Coupe d'Europe de faire une super course et de pouvoir ensuite faire un critère pour accéder aux Coupes du Monde, puis après de faire une bonne Coupe du Monde et d'accéder au circuit mondial et peut-être un jour à l'équipe de France. Tu l'as dit, hein, tu es encore jeune. Malgré tout, en triathlon, ça va vite, très vite. Il y a des très jeunes, il y a des élites qui sont très jeunes. Quoi, il te reste 5 ans pour faire tes preuves. Et puis après, il faudra penser à se reconvertir ou alors aller sur du long, peut-être. Oui, un peu moins que 5 ans, par exemple. Il me reste encore 3 années en U23, donc c'est à partir de U23, si je commence à faire des bonnes choses, à produire des bonnes choses en compétition, je peux peut-être avoir ma chance plus tard. Mais si en U23 j'ai rien démontré, ça peut être compliqué ensuite pour avoir la chance, parce que souvent il laisse beaucoup de chance la Fédé aux jeunes, et ensuite bah, il faut une sélection par rapport à comment les jeunes se sont débrouillés. Et justement, toi, ton futur, tu le vois comment? Donc, tu nous as dit que tu faisais des études d'ingénieur. Tu as une petite idée un petit peu du ou des secteurs dans lesquels tu voudrais travailler. Mais une fois que tu seras diplômé, dans 2 ans, dans 3 ans, comment tu t'imagines? Tu t'imagines bosser et continuer à faire du triathlon un petit peu à côté? Tu t'imagines essayer de tout mettre dans le triathlon pendant 1, 2, 3 saisons et puis après aller bosser? Enfin, comment tu vois la suite? Bah déjà là, j'ai peut-être réfléchi à une année de césure à la fin de ma prépa pour vraiment tout miser sur le triathlon. Mais je sais pas si ça me conviendrait parce que j'ai toujours réussi, enfin j'ai toujours comment dire vécu avec un équilibre de vie quoi. Donc d'une part les études, d'autre part le sport. Et ensuite oui après l'obtention du diplôme, j'aimerais travailler dans une entreprise si jamais je continue le sport de haut niveau bien sûr, qui me permet de faire du triathlon à haut niveau et de travailler à côté. Enfin, d'avoir des aménagements quoi. Et je sais qu'il y en a qui proposent ça en France. Il y a Engie, EDF. Enfin, il y a pas mal d'entreprises qui aimeraient
avoir des athlètes de haut niveau dans leur secteur, quoi, parce que elles ont une charte à respecter, je crois, dans la loi, comme qui s'appelle le bien-être au travail. Donc le fait d'avoir un athlète de haut niveau, ça leur permet de montrer qu'elles sont engagées dans cette pour cette loi-là. Donc là, vous êtes en train de faire votre nid dans la division 1 avec le club des Sardines. Vous redoublez d'efforts pour sortir de cette place de premier relégable et pour pouvoir y rester. Qu'est-ce que ça implique au quotidien par rapport à être dans la D2, au-delà de s'entraîner plus, au-delà de voyager différemment? Est-ce que ça implique autre chose aussi, alors sans aller sur la case du budget, parce que forcément, quand on monte de division, forcément, ça coûte plus cher, mais qu'est-ce que ça change pour vous dans le club d'être monté en D1? Ben déjà, ça nous permet, comment dire, d'avoir encore une motivation en plus, parce que la D2 c'était déjà une grande motivation, le rêve de la D1 c'était quelque chose aussi l'année dernière, mais là le fait de vouloir rester en D1, il faut redoubler d'efforts, on va jouer encore plus sur la cohésion d'équipe, on va se donner encore plus à l'entraînement, on va jamais quitter l'objectif de notre, on va jamais quitter notre objectif quoi, et certes, ça apporte une pression en plus, puisque ça nous permet de se dire, bah, à l'entraînement, on doit toujours donner le mieux à nous-mêmes. On doit, peu importe si un jour on est moins bien, si un jour on est mieux, toujours s'accrocher, toujours travailler. Et en compétition, les résultats viendront. Bah écoute, c'est sympa comme objectif, comme point de mire. On sent que vous êtes motivé, que vous avez la niaque. Est-ce que ça paye la D1 pour vous, athlète? La D1, non, parce que la fédération, en fait, c'est souvent les clubs qui, selon le budget du club, parce qu'il y a des gros clubs comme Liévin, Poissy, etc., qui donnent des contrats à leurs athlètes. Mais les clubs, on va dire qu'on est un peu le petit poussé de la D1, donc on fait avec les moyens du bord et on essaie de se maintenir et de montrer qu'on est là, quoi, quand même, malgré tout. Mais non, on n'a pas de salaire fixe ou de prime de course comme les autres clubs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des petits jeunes justement qui sont dans un club de tri, qui marche pas trop mal et puis qui se posent la question soit de monter une équipe de D3, de D2 ou voire tenter une entrée en D1? Bah, ce que je leur dirais, c'est déjà comment dire, de travailler, d'être passionné et pour une équipe, pour monter une équipe en D3, je pense que c'est assez complexe parce que maintenant, il y a beaucoup d'athlètes qui se tournent plutôt vers la D2, la D1, etc. Mais il faut y aller étape par étape. Je pense qu'il faut d'abord débuter sur le circuit régional en D3 et réussir à faire des courses pleines, à s'amuser. Et après, une fois que c'est toujours étape par étape. Enfin, une fois on se sent à l'aise en D3, qu'on réalise de bonnes performances, qu'on est régulier, on peut envisager de monter en D2 et d'accéder à l'échelon supérieur. Mais et la D2, c'est vraiment encore comment dire, il y a un gros écart entre la D3 et la D2 quoi. La D2, c'est vraiment au niveau national. Donc il y a des gars il y a des étrangers qui viennent, qui sont engagés, enfin qui sont amenés à venir, enfin qui sont recrutés par les équipes pour pouvoir compléter et être en concurrence avec les autres. Donc pour les petits jeunes, franchement, je leur conseillerais de voir si ça leur plaît de faire de la D3 et ensuite s'ils se sentent à l'aise, s'ils se sentent bien, de monter en D2. Et puis ensuite d'aller 1 au fur et à mesure, ça viendra quoi. Faire des bonnes performances en D2 comme j'ai dit en D3 et après d'envisager la D1. Tu disais tout à l'heure que tu étais quand même beaucoup plus à l'aise en vélo et en course à pied, que tu devais progresser en natation. Il y a un autre sport qui s'appelle le duathlon. Il y a aussi des championnats nationaux, D3, D2, D1. Est-ce que tu y fais des incursions? Est-ce que tu vas voir de temps en temps ou toi tu te concentres vraiment sur le triathlon? Alors cette année, je me suis concentré vraiment sur le triathlon et j'ai fait une bonne prépa hivernale. J'ai fait pas mal de courses sur route comme le 10 km de la Chrome Classique à Nice, le 5 km de Lille. Enfin, je me suis pas mal amusé en athlétisme, mais j'ai fait l'impasse sur les France de duathlon parce que j'ai fait un stage de natation avec mon coach au Castellet, donc j'avais fait ce choix-là. Mais l'année prochaine, je pense que je ferai les France de duathlon et pourquoi pas envisager de monter en D2 de duathlon avec les sardines. Bon, bah écoute, ça va te faire des programmes bien chargés. J'ai une dernière petite question, Johan. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Même si toi, tu es triathlète depuis longtemps maintenant, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui veut devenir triathlète? Bah, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais déjà il faudrait accrocher sur les trois disciplines.
et comment dire, faire les choses étape par étape, quoi. Donc, par exemple, en natation, il faudrait tester déjà si on sait nager, si on est à l'aise dans l'eau, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop nager en eau libre parce qu'ils voient pas le fond, enfin, ils développent pas mal de peur. Et à vélo, franchement, je conseille à vélo et en course à pied, c'est comment dire, c'est plus facile que la natation pour débuter parce que faut appuyer sur les pédales, enfin il y a des données, il faut avoir au plus tu passes du temps sur le vélo, au plus tu développes une capacité physique qui est bonne. À pied, par exemple, tu pars de chez toi comme en vélo et tu vas courir dans la colline. Enfin, tu fais des circuits. La natation, c'est vraiment un investissement, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et si on n'a pas des facilités, si à la base on n'est pas nageur ou si on n'a jamais nagé de sa vie, bah il faut vraiment se prendre en main et débuter avec un coach ou débuter avec des gens qui savent déjà nager, qui peuvent t'apprendre à nager. Enfin, bref, c'est vraiment un processus qui est long et ça vient pas du jour au lendemain pour pouvoir réussir à être endurant et performant. Et puis pour finir, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on t'envoie des petits messages sur les réseaux sociaux pour rester au contact? Bah, pour rester au contact, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Donc mon profil c'est Bess Johan, Besejohan. Et sur Instagram c'est Bess Johan aussi. Donc je partage un peu mes performances, ce que je fais à l'entraînement, un peu les compétitions que je fais, ce que je prépare. Donc vous pouvez toujours vous abonner, ça fait plaisir et ça apporte, ça montre qu'il y a des gens qui me soutiennent et qui m'encouragent. Donc ça me motive encore plus pour pouvoir dans ma quête du sport de haut niveau. Bon, bah vous l'aurez compris, hein, auditrice, auditeur, allez sur les profils de Johan et puis envoyez-lui plein de petits messages d'amour. Ça lui fera plaisir et puis ça l'encouragera encore plus pour continuer à rester en D1 avec ses copains la saison prochaine et à surperformer. Et allez aussi suivre le club de Sardine Triathlon et on partage aussi ce qu'on fait à l'entraînement avec les gars et ça c'est sympa, on fait des vlogs, des petits vlogs, les jeunes font des petits vlogs. Donc ça c'est cool pour voir un peu le quotidien d'un triathlète. Ouais, c'est marrant, tu dis les petits jeunes, t'as 20 ans, t'es Ouais. plus jeune que mon fils, mais je prends. Désolé, oui, c'est les petits jeunes parce qu'ils sont encore dans les catégories jeunes. Maintenant, je suis passé dans le rue supérieur en élite. Donc, effectivement, je dis que c'est des jeunes parce que on appelle ça comme ça, les championnats de France jeunes, les championnats de France élite. Donc, voilà, c'est un peu le jargon qu'on emploie, quoi. Bon, ça doit être sympa d'avoir un vieux, entre guillemets, comme toi, un mentor pour nous encadrer dans le club quand on rentre. Oui, 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 c'est sûr que ça apporte un plus. Les petits jeunes, quand ils nous voient à l'entraînement, ils se disent, bah, ouais, vous faites quoi et tout, comment vous faites pour forcer comme ça, etc. Ben, du coup, on leur explique et on essaie de leur transmettre notre passion et de montrer que ils pourront devenir comme nous et qu'ils pourront faire de belles choses quand ils seront plus grands. Eh ben écoute, je te remercie pour ce dernier petit message d'espoir. Ça conclut très bien cet épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation, bonne compétition, bon rétablissement aussi par rapport à ton Merci. petit bobo au pied. Quand on publiera l'épisode, normalement, j'espère pour toi, ce sera résolu. Et puis éventuellement, on fera une petite capsule supplémentaire en audio pour dire comment ça se passe. Ça marche? D'accord, oui, aucun problème. Merci beaucoup. Hein. Merci Johan. C'était un plaisir de vous avoir. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!